Bonjour, depuis le projet Libre Pensée, nous sommes ici avec Monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet, père de la théorie du doublement de l'espace et du temps. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment pouvez-vous décrire la formation que vous venez faire ce week-end à Barcelone? Comment décrire ça? C'est plutôt compliqué. C'est-à-dire d'essayer de faire comprendre à des gens qui ne sont pas scientifiques l'application d'une théorie scientifique accessible à tous, avec la logique scientifique sous-jacente. Car en fait, c'est ça l'intérêt de ces formations, c'est de montrer que l'application d'une théorie scientifique permet à tout le monde de s'équilibrer sans connaître la moindre équation. Voilà le but. Comment pouvez-vous donc décrire votre théorie à quelqu'un qui ne comprend pas votre langage scientifique? C'est simplement de dire le pourquoi d'un dédoublement du temps. À savoir que si je dispose de deux temps différents en même temps, c'est-à-dire un temps très court, dans lequel j'ai le temps de ne rien faire, un temps nul, disons, que je ne perçois pas, et que je puisse disposer en même temps d'un temps excessivement long pendant ce temps court. C'est ça la difficulté de compréhension. Dans le temps court, j'ai le temps de ne rien faire, et dans le temps très long, j'ai le temps de faire des tas de choses. Donc si je suis présent dans les deux temps différents, je fais des tas de choses, alors que dans mon temps à moi, je n'ai pas le temps de savoir que je fais des tas de choses. Et je n'ai pas l'impression d'ailleurs de faire des tas de choses, puisque ce temps n'existe pas pour moi. Alors on va dire, comment est-ce possible de penser qu'il existe un temps que je ne perçois pas? Et ne percevant pas ce temps, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Or, le fait qu'il existe fait que j'ai le temps de faire des tas et des tas et des tas de choses qui changent ma mémoire instantanément et qui me donnent donc des envies, des pensées nouvelles qui semblent venir de nulle part. Et c'est ainsi qu'une théorie scientifique permet enfin d'expliquer l'instinct, d'expliquer l'intuition, d'expliquer l'anticipation, d'expliquer les prémonitions. Tout ça qui est très mystérieux, on a fait des tas de choses, on a inventé des tas d'histoires, alors que c'est tout simple. Pour vivre, il faut anticiper tout ce qui va arriver. Une particule fait la même chose. Et ça, on le sait. Vous prenez deux particules dédoublées, il y en a une qui fait des tas de choses, pendant que l'autre ne fait rien. Et celle qui fait des tas de choses change la mémoire de celle qui ne fait rien. Et il y a un échange d'informations instantané entre les particules, qui vivent dans deux temps différents. Alors ces particules qui vivent dans deux temps différents, où les voir? Quelles sont les expériences les plus classiques qui permettent de trouver où et quand et comment ces particules agissent? Et le meilleur exemple, c'est le trou noir. Parce que le trou noir, une particule qui arrive au bord d'un trou noir se divise en deux, se dédouble, et il y en a une qui rentre dans le trou, qui disparaît instantanément. Or, la particularité du trou noir, c'est que si quelqu'un rentre dans un trou noir et qui disparaît instantanément, si je suis l'observateur dans le trou noir, je vois que celui qui rentre met un temps fou à rentrer. Donc d'un côté, il rentre instantanément, il est désintégré instantanément dans le trou. De l'autre côté, il met un temps fou à y arriver. Donc on voit bien qu'il y a deux temps différents. Alors cette relativité du temps, à quoi elle sert? La particule qui disparaît dans le trou noir prend tout son temps pour faire des tas et des tas et des tas d'expériences. Elle vit des tas de choses nouvelles qui enrichissent sa mémoire. Et l'autre qui reste au bord du trou noir, elle conserve la mémoire intacte. Si bien que lorsque la particule ressort du trou noir, tout aussi rapidement qu'elle y est rentrée, on n'a pas l'impression qu'elle en sort, on a l'impression que c'est une particule nouvelle qui est là au bord du trou noir et qui refait l'union avec la première particule. Les astrophysiciens appellent ça des particules célibataires qui se rejoignent.
Mais en fait, c'est la particule qui s'est dédoublée qui retrouve sa particule célibataire qui vient rejoindre la particule célibataire qu'elle était. Donc, il y a un changement de mémoire instantané pour celle qui est restée au bord. Elle n'a fait aucune expérience, mais pendant que la particule est dans le trou, sa mémoire peut se changer par simplement échange d'informations. Il faut qu'il y ait des temps imperceptibles qui permettent ces échanges d'informations. Alors vous voyez, ce principe qui est totalement connu scientifiquement, on ne voit pas à quoi il sert pour nous. C'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que les particules font ça, et nous qui sommes finalement qu'un sac de particules, nous n'utilisons pas ça. Alors, pourquoi? Pourquoi on serait différent? Et c'est là où il faut bien voir la chose suivante, c'est que on nous a trop habitués à dire que nous étions au service de la science. C'est-à-dire que nous, on découvre des choses, la science, c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre, ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes la science. Tout est à notre service. Absolument, toutes les lois sont à notre service. Ce n'est pas l'inverse. Alors on nous a fait croire que nous étions au service de la science. Alors non, il faut utiliser cela. Et l'utiliser comment? Ben évidemment pas en faisant des équations. On n'est pas sur Terre pour faire des équations. On est sur Terre pour bien vivre. Alors peut-être qu'il faut chercher pourquoi on est sur Terre. C'est ça peut-être le plus important. Ben ça, évidemment, la théorie du dédoublement vous permet de comprendre pourquoi vous êtes sur Terre. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ceux qui parlent trop vite de la théorie du dédoublement en disant que c'est une technique. C'est absolument pas une technique. C'est un principe vital. Alors en faire une technique, c'est amoindrir tout ça et puis entraîner les gens dans des erreurs monumentales. Il faut donc bien faire comprendre aux gens qu'un principe vital n'a pas besoin de technique. Et que tous ceux qui essayent de trouver des techniques se perdent. Il faut comprendre la logique scientifique d'un principe vital pour pouvoir l'utiliser afin de s'équilibrer. C'est ça le plus important. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Nous pourrions donc dire que nous créons notre réalité à travers un futur potentiel déjà vécu par notre double. À la notion de double, c'est encore autre chose. Il est évident que si nous vivons dans des temps différents, on peut appeler ça un double. C'est-à-dire, je suis dans un temps, je suis dans un autre. Le plus simple est de dire en effet que nous avons un double. Mais ces échanges d'informations avec un double, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'artificiel. C'est quelque chose qui doit être totalement naturel. Les particules dont je vous parlais qui se dédoublent échangent leurs informations, on appelle ça l'intrication. C'est un phénomène absolument constaté scientifiquement. C'est des échanges d'informations. On ne comprend pas bien au niveau des particules le pourquoi, parce qu'on ne connaît pas cette théorie du dédoublement. On ne sait pas quelle est la nécessité d'un dédoublement. La nécessité d'un dédoublement, il faut reprendre la base même de la logique. Si je me pose une question, je veux avoir une réponse. Mais le plus vite possible, évidemment. Et le temps que je cherche la réponse à ma question est un temps perdu pour moi. Alors, l'idée du dédoublement est toute simple. Je vais supprimer ce temps entre la question et la réponse. Je vais avoir la réponse en même temps que la question. Ça me permettrait de me poser d'autres questions. Mais évidemment, il faut imaginer qu'il y a bien quelqu'un qui répond à la question. Donc, je me dédouble. Et dans le temps que je supprime, je mets quelqu'un comme moi qui va répondre à ma question. Ce dédoublement est tout simple, on le comprend. Il y en a un qui prend du temps pour répondre à la question et l'autre qui attend la réponse en même temps que la question. Qui va donc se poser des questions différentes et ces questions différentes vont le faire évoluer rapidement. Mais est-ce suffisant de penser cela? Ben, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que si
on fait ça, eh ben on peut continuer à le faire indéfiniment. C'est-à-dire celui qui est dédoublé du premier dans son temps peut se dédoubler à nouveau de la même façon. Donc vous voyez qu'il y a un système de dédoublement qui pourrait être infini, mais ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire en sorte que vous ayez toujours une impression d'une extrême liberté. C'est-à-dire que celui qui serait dédoublé de quelqu'un ne sait pas qu'il est dédoublé. Il a l'impression de vivre seul, avec des idées qu'il fabrique tout seul. Donc quand on ne connaît pas la loi, voilà comment on fonctionne. On croit qu'on est maître de ses pensées. On croit qu'on vit dans un seul temps unique et que c'est mon cerveau qui fabrique mes pensées. Jamais on pense que mes pensées peuvent être fabriquées dans un autre temps par quelqu'un d'autre. Or, si je me dédouble et que j'ai un double, mes questions sont mes questions. Mon double me pose une question, c'est moi. Mais par ce même mécanisme d'échange d'informations entre un double et moi, je peux recevoir des informations qui ne viennent pas de mon double. Et à ce moment-là, je dépends de quelqu'un que je ne connais pas. Donc vous voyez que ma vie, il faut que je connaisse ce principe-là dans ma vie pour savoir comment ça fonctionne, pour être sûr que je reçois des informations qui sont faites pour moi. Pour être plus simple, vous téléphonez à votre mari qui est parti dans la jungle. Visitez la jungle pendant 10 ans. Imaginez ça. Et vous êtes en relation téléphonique avec lui sans arrêt. Pour savoir qu'est-ce qu'il devient, etc. Pour l'aider et tout. Qui vous aide de son côté. Donc des échanges d'informations utiles pour les deux. Imaginez que quelqu'un prend le téléphone de votre mari et répond à sa place. Et vous dit n'importe quoi. Et vous croyez que c'est lui. Il va vous faire vivre d'autres choses que votre mari ne vous aurait pas fait vivre. Et bien c'est pareil avec l'histoire de dédoublement. J'ai un double. Il faut que je l'écoute. C'est moi. C'est moi. J'ai une relation privilégiée avec moi. Il y a un moi qui est essentiel. Mais n'importe qui peut utiliser ce mécanisme d'échange d'informations entre moi et moi. Et à ce moment-là, je reçois des informations qui ne sont pas faites pour moi. Comment faire la différence? Eh bien là, il faut connaître la loi scientifique. Comment ça fonctionne? Il ne faut pas inventer des techniques, parce que je vois qu'il y en a tout plein de monde, que ce soit en France ou en Espagne d'ailleurs, qui parlent du dédoublement du temps comme une technique. Il n'y a pas de technique, il faut connaître la loi. Quand vous connaissez la loi scientifique, vous êtes capable d'apprendre aux gens à ne pas faire des erreurs, parce que vous connaissez la science qu'il y a derrière. Mais quand vous voyez des gens qui ignorent tout de la science et qui en font une technique, ils rentrent dans les choses ésotériques, dans des choses qui nous conduisent à des erreurs. Et ils parasitent les gens avec des choses fausses. C'est ça où il faut faire très attention. Parce qu'il y a énormément de gens qui parlent de ça sans rien connaître. Vous ne pouvez pas parler de choses scientifiques en ignorant les bases scientifiques. Donc, il faut se méfier. C'est que cette loi vitale peut être utilisée contre nous-mêmes. Alors, vous disiez dans votre question que je fabrique par ma pensée des futurs potentiels. C'est vrai? Dès que je pense quelque chose, je donne une énergie dans un autre monde, dans un autre temps, où se fabriquent les conséquences de mes pensées. Et ces conséquences de mes pensées, j'en prends la synthèse en réponse. Ce qui fait que ma perte d'énergie au niveau de la demande, c'est-à-dire de ma pensée, correspond à un gain d'énergie de ce que je vais recevoir de ce potentiel. Tout ça dans un temps nul. C'est merveilleux. Je ne sais pas que j'ai fait ça. Et d'un autre côté, au niveau scientifique, il y a un équilibre d'énergie qui est lié au principe d'Heisenberg. Un temps nul, énergie infinie. Donc je bénéficie toujours d'une énergie infinie dans un temps nul. Donc j'ai eu cette possibilité. La seule chose qui est, comment je fais pour changer de perception du temps. Voilà. Donc là, il y a aussi des lois scientifiques derrière qu'il faut connaître. Ça ne s'improvise pas.
Et c'est le but justement de ce que j'essaye d'enseigner aux gens, non pas en les abreuvant de choses scientifiques qui ne servent à rien, parce que dans la vie courante, bon, mais que derrière chaque chose qui est dite, il y a une théorie scientifique qu'il ne faut pas dévier. C'est-à-dire qu'il faut absolument rester dans la logique de cette théorie scientifique. Les Grecs, autrefois, connaissaient cela. J'ai pu montrer que l'alphabet grec correspondait exactement à la façon de compter par accélération du mouvement de dédoublement de 1 à 10, de 10 à 100. Et j'ai même retrouvé 3 lettres perdues de l'alphabet grec par le mouvement de dédoublement, car il me fallait 27 points de passage obligé pour les particules qui dessinaient les lettres grecques. Or, il n'y en a plus que 24 lettres grecques. J'ai donc retrouvé les 3 lettres manquantes, puisqu'il m'en fallait 27. Donc ma joie était grande de retrouver ça. Et de voir que le grec était donc à la base d'une pédagogie concernant le dédoublement du temps. Et que les mots étaient fabriqués en fonction du dédoublement du temps. J'ai même retrouvé le mot onomaturge, qui veut dire fabricant de mots. Il y avait une profession fabricant de mots en fonction de ce dédoublement. Donc, les Grecs savaient une chose, c'est que la loi était la logique, le logos. Tout ce qui était illogique ne rentrait pas dans la loi. Si quelqu'un trouvait quelque chose d'illogique, pour tout le monde, c'était hors la loi. Ça supprime tous les postulats, tous les dogmes. Si j'ai un dogme ou un postulat que je trouve illogique, je dois considérer qu'il est hors la loi. Ça va loin, hein? Et les Grecs avaient inventé pour cela une école, dite l'école des sophistes, c'est-à-dire que le sophisme en grec, c'est essayer de vous montrer que même ce qui est logique peut être illogique. Et que si vous avez une conclusion illogique par un raisonnement logique, vous devez supprimer ce raisonnement. Il y a le fameux sophiste que tout le monde connaît. Un cheval bon marché, c'est rare. Tout ce qui est rare est cher. Donc un cheval bon marché est cher. Tout le monde sait, c'est complètement illogique. Maintenant, pour détruire ce raisonnement, difficile, il est parfaitement logique. Donc on voit bien que par des raisonnements logiques, on peut aboutir à quelque chose de totalement illogique. Eh bien, je dois refuser le raisonnement parce que la conclusion est illogique. De même, si le raisonnement est illogique et que la conclusion est logique, je dois le refuser. Et si moi je considère que c'est logique et que vous considérez que c'est illogique, je dois refuser. Mon raisonnement ne vous a pas convaincu, il est illogique pour vous, donc il doit être illogique pour moi. Je dois essayer de comprendre pourquoi votre illogisme à vous ne correspond pas à ma logique à moi. Et vous voyez que tout ça, qui était connu bien avant Jésus-Christ, est complètement oublié. Maintenant, on impose des choses illogiques. On a inventé des tas de dogmes et de postulats illogiques. Et on veut nous dire, c'est logique. Même notre société actuelle vit dans l'illogisme complet. La crise dont on parle mondiale, ce n'est pas une crise. Simplement qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas pourquoi on est sur Terre. À partir du moment où on ne sait pas pourquoi on est sur Terre, on fait n'importe quoi. Donc il faut peut-être comprendre le but de notre vie sur Terre pour voir qu'il n'y aura pas de crise si tout le monde comprend le but. Mais ce but, est-ce que les gens ont envie d'aller vers ce but? Ça, c'est autre chose. Car le fait qu'il existe plusieurs temps à la fois nous impose une idée fondamentale, c'est que le monde dans lequel je vis est un monde que je perçois très bien, que je connais très bien, et que je crois unique. Parce que j'ignore cette histoire de dédoublement. J'ignore, par exemple, que dans l'univers, presque tout l'univers est inobservable. Vous savez ça? Je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait, de l'univers que l'on voit, ce que l'on voit ne représente qu'à peu près 5% de ce qui existe. Les 95%, on ne les voit pas. On sait que ça existe parce qu'il y a des relations de force entre ce qui est observable et ce qui est inobservable. On appelle ça de l'énergie noire,
l'énergie et de la matière noire, hein, mais on ne sait pas où c'est. Pourquoi? Parce que justement, le temps, on n'a pas compris ce que c'était. On croit que notre temps à nous est un temps continu, parfaitement justifiable et justifié. On ne voit pas que ce n'est qu'une succession d'instants. L'imagerie médicale nous le montre. Notre cerveau ne capte que des instants. Et nous avons l'impression de mouvement. En fait, nous sommes comme dans un film, avec tant d'images par seconde. Et il y a des trous. Il y a des images subliminales qu'on ne perçoit pas, et il y a des temps subliminaux, pareil, qu'on ne perçoit pas. À quoi ils servent? Et c'est là, il faut bien comprendre que cette propriété du temps nous impose l'idée d'un temps qui a des propriétés, tout comme un espace. On sait que l'espace a des propriétés, on les connaît, puisque c'est notre espace d'observation, mais il faut considérer que le temps, c'est la même chose. Il a des propriétés, il faut les connaître. Le plus simple de cette propriété, c'est que, dans un temps qui n'existe pas pour moi, je me fabrique un potentiel. Sensationnel. Donc, dès que je pense, je sais que je fabrique la conséquence de ma pensée et que cette conséquence peut être vécue par n'importe qui. Voilà. Alors, à moi de le savoir pour bien vivre. Là, je crois avoir répondu plus à plusieurs questions à la fois. Oui, c'est ça. Au sujet des pensées, M. Garnier-Mallet, si nous savons que ce sont elles qui déterminent notre réalité, car porteuses de masse, mais nous savons aussi que nous vivons influencés par l'inconscient collectif ou notre héritage biogénétique, est-ce que j'ai le choix dans ce que je choisis de penser? Là, il y a beaucoup de confusion avec les mots que vous utilisez. L'inconscient collectif, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est quand on ignore la loi. Il n'y a pas d'inconscient collectif. Et il y a des temps qu'on ne perçoit pas, mais qui modifient notre mémoire. Mais ces temps qu'on ne perçoit pas, on y a accès. Le problème, c'est de savoir comment y avoir accès. Les mots subconscient, inconscient, c'est quand on ne sait pas comment ça marche. Mais regardez une chose, si j'imagine que j'ai des temps imperceptibles dans mon temps à moi, et qui me permettent, en changeant de temps, d'avoir du temps, je dois admettre que ma vie entière est dans un temps qui n'existe pas pour une autre réalité. Et que cette autre réalité a des temps imperceptibles, comme moi. Et dans ces temps imperceptibles, ils peuvent recevoir des informations de mon temps. Oui, c'est une histoire d'emboîtement de temps qu'il faut bien connaître pour savoir comment ça fonctionne. Et ne pas inventer des tas de choses parce qu'on ne connaît pas cette loi. Alors on invente des subconscients, des inconscients, collectifs, personnels, etc. La loi est simple. Si je pense quelque chose, je fabrique la conséquence de ma pensée. Cette conséquence est une réalité potentielle. N'importe qui sur Terre peut capter ce potentiel. Le capter dans quel sens? Sa mémoire change, et en fonction de ce que j'ai fabriqué, moi, il se met à vivre la conséquence de ma pensée. Et j'en suis responsable. Donc vous voyez que la loi scientifique qu'il y a derrière, qui a été enseignée pendant des siècles et des siècles et des siècles, qui est complètement tombée en désuétude, c'est que je dois penser à faire à autrui ce que j'aimerais que autrui pense à me faire. C'est une loi qui va me permettre, si tout le monde fait ça, de bien vivre. Plus personne ne songe que c'est une réalité scientifique. On a transformé cette loi toute simple, qui, je vous le répète, est parfaitement scientifique, à une loi idiote. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Si vous faites quelque chose à autrui, c'est déjà que vous actualisez un potentiel qui a été fabriqué.
avant. Et tout le monde voit ce que vous faites. Que ça soit bien ou mal, tout le monde le voit. Donc on vous imite ou on ne vous imite pas, mais on sait que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça ne sert à rien. Par contre, quand vous pensez à faire quelque chose, ça ne se voit pas. Mais vous fabriquez le potentiel correspondant, qui est dans la mémoire de tout le monde, qui peut modifier la mémoire de toute l'humanité. Une simple pensée peut modifier l'humanité. Alors vous vous rendez compte qu'il faut quand même le savoir, ça. Surtout que personne ne le dit d'une façon nette et claire, logique. Il faut la logique. C'est d'ailleurs le but de mes formations, de montrer aux gens que tout ce que je dis est logique. Les gens qui viennent, ils ont fait des recherches dans tous les domaines. Il y en a même qui n'ont pas fait de recherche du tout. Il faut que quand ils sont réunis là, tout ce qu'ils entendent leur paraisse logique. Et j'arrive à ça. Vous parlez de l'état de bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de vous dire que la loi scientifique qui est dégagée de tout cela était de penser à faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres pensent à nous. On peut appeler ça de la bienveillance. Je contrôle la bienveillance de ma pensée. Pourquoi utiliser le mot bienveillance? Parce que les gens sont plutôt enclins à parler d'amour, d'affection, d'amitié. Ça, ce n'est pas une énergie. L'énergie, c'est le contrôle de la pensée. Donc le mot bienveillance va avec cela. Il faut voir une chose, je le vois dans mes formations, où il y a énormément de psys qui viennent pour comprendre justement cet inconscient, ce subconscient, dont ils ont très bien cerné certaines conséquences. C'est formidable d'avancer avec des gens qui ont déjà cette connaissance de l'esprit et qui vont mettre une loi derrière stricte, rigoureuse, qui va permettre une avancée de l'humanité d'une façon sensationnelle. Car il faut évidemment travailler avec des gens compétents, hein, qui vont beaucoup plus loin du fait de leur connaissance première. Ils mettent simplement un carcan logique sur quelque chose qui n'était pas logique. Ils avaient de l'intuition sans trop savoir pourquoi ni comment. C'est pour ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, subconscient, inconscient, ce sont des mots qui cachent l'absence de loi. Mais quand vous avez le dédoublement du temps, là, il n'y a plus d'inconscient ou de subconscient. Il y a des temps perceptibles et il y a des temps imperceptibles. Dans mon temps perceptible, j'ai l'impression d'avoir des pensées conscientes, mais dans les temps imperceptibles, j'ai les mêmes pensées, mais je ne les perçois pas. Je n'ai pas le temps de les percevoir. Mais par dédoublement, je les perçois. Vous voyez que c'est là où justement l'intérêt de connaître la loi et d'y associer les connaissances en psychologie, en psychanalyse ou autres sont très importantes, parce qu'on trouve la logique. Voilà, la logique, la simple logique. Alors le mot bienveillant, tout le monde comprend que en espagnol, tout comme en français, veiller à être bien. C'est-à-dire, je sais que ma pensée, si quelqu'un peut lire dans ma tête, à supposer que ma tête fabrique des pensées, ce qui n'est pas le cas, tout le monde voit que ce que je pense, ça va. Donc je peux dire que je suis bienveillant. Mais ce n'est pas un état, c'est un contrôle de ma pensée. Je ne suis pas naturellement bienveillant, ça ne veut strictement rien dire. Je pense à quelqu'un, par exemple à vous, et je me dis, c'est lisé dans ma pensée, est-ce que vous trouveriez que ça va? Vous êtes contente de mes pensées? Si moi, je peux me dire, oui, je pense qu'elle est contente de ce que je pense, alors je suis bienveillant. C'est-à-dire que tout ce que je pense fabrique dans le futur quelque chose que vous pouvez ramasser pour vivre. Je sème quelque chose dans le futur, vous récoltez. Alors il faut faire attention. En français, il y a un proverbe qui dit « Qui sème le vent, récolte la tempête ».
Donc, essayons de semer du calme, la tranquillité, la paix. Et à ce moment-là, on va récolter le calme, la tranquillité, la paix. Vous voyez que penser à faire à autrui ce qu'on aimerait qu'autrui pense à nous faire, c'est vraiment une loi scientifique. Et je crois qu'on peut conclure avec ça, parce que c'est le plus important, vraiment le plus important. Et regardez tous ces scientifiques qui nous ont parlé de ça au cours des siècles. Le premier à parler de ça, il s'appelle Pythagore, quelqu'un de très connu. Le second, il s'appelle Bouddha, à peu près à la même époque, un siècle et demi après. Puis vous avez Jésus, il y a 2000 ans. Puis vous avez Mahomet, 7 siècles après. Tous nous ont dit, pense à faire à ton frère ce que tu aimerais que ton frère pense à te faire. Voix scientifique. On a perdu la science. On en a fait des tas de choses philosophiques, religieuses, dogmatiques ou autres. Non. Il faut appliquer une loi. Et pour cela, il faut la connaître. Ne pas inventer des lois, mais connaître la loi et ses applications. Il n'y a pas de technique, il y a une loi. J'espère avoir été simple pour vous montrer que ce n'est pas les équations qui comptent. C'est vraiment l'application d'une loi et nous sommes la loi. Et puis je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup à vous pour votre temps et votre savoir. Merci. Merci. Thank you.